la masse russe. Disproportion. Vladimir Poutine a signé le décret. Ce décret porte sur la conscription de 150 000 hommes. Il porte du 1er avril, donc demain, jusqu'au 15 juillet. Mais c'est ce document-là. Ça n'est qu'une partie. D'après beaucoup de médias indépendants, il s'agit plutôt de 300 000 hommes. Ça s'ajoute à d'autres. Révélation du renseignement britannique, 30 000 personnes supplémentaires seraient enrôlées chaque mois. Il y a 140 millions de Russes et 35 à 40 millions d'Ukrainiens. Voilà, les chiffres sont sans appel. La deuxième industrie d'armement au monde, des ressources financières substantielles. La Russie, le bulldozer russe. Les Russes ont échoué dans leur opération éclair qu'ils avaient lancée le 24 février 2022. Maintenant, ils ont compris que c'était une vraie guerre. Et voilà, c'est à la russe. Et le bulldozer avance avec les canons, les vagues de soldats sans aucune préoccupation d'ailleurs des pertes. Et en face, des Ukrainiens moins nombreux, moins bien armés. A-t-on été victime de la méthode Coué? Parce que les renseignements occidentaux voient bien ça. Ça dure maintenant depuis des mois. Ils ne l'ont pas découvert ce matin en ayant des rapports. Excusez-moi, parce que le chef d'état-major de l'armée américaine, je vous rappelle, il y a un an, disait « mais les Ukrainiens ne pourront pas récupérer leur territoire ». Il y a eu un enthousiasme, excusez-moi de dire, sur les plateaux de télévision, sur le thème « c'est formidable, les Ukrainiens sont courageux, donc ils vont gagner ». Ben non. Si le courage suffisait pour gagner une guerre, il y en aurait beaucoup de guerres qui auraient été gagnées et qui ne l'ont pas été. Non, nous nous sommes nous-mêmes auto-intoxiqués. Les chiffres étaient déjà là en février 2022. 140 millions de Russes, 40 millions d'Ukrainiens. La surprise, c'est que l'opération russe était mal fagotée. Les Russes méprisaient les Ukrainiens et ne pensaient pas que les Ukrainiens se défendraient. Donc leur opération a échoué. Ensuite, ils ont mis la machine russe en marche et ils la mettent en marche. Et si les Américains lâchent et si les Européens ne montent pas en puissance, il y a un risque de défaite de l'Ukraine. On voit bien qu'il y a une inquiétude en Europe occidentale où tout à coup on prend la mesure de cela. Tout à l'heure sur notre plateau, Vichot, c'est quelqu'un de très grand sang-froid, de très grand flegme. Il dit oui, c'est inquiétant, la disproportion, ces centaines de milliers de Russes qu'on peut enrôler versus l'armée française qui peut-être pourrait enrôler 20 000 personnes. On est dans une disproportion très marquante. Écoutez-le. C'est inquiétant. Nous avons une armée haute couture. Eux, ils ont une armée de masse. Donc, quand il faut mettre les poids dans la balance, on ne pèse pas de la même façon. Donc, il est certain que notre armée sera performante, mais elle sera performante sur un front assez restreint et dans une profondeur limitée. Donc, je rejoins tout à fait ce que vient de dire le collègue Goya. En face de nous, on a une armée de prêt-à-porter, ou voire même de grande série, très grande série. On n'est pas loin de la production chinoise, je vous rappelle. Et donc, on n'est pas du tout dans la même cour. Eux, ils jouent dans les poids lourds et nous, on est dans les poids légers. Ce moment est quand même très inquiétant. Amiral Vichot, il a dirigé le Téméraire, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, donc pour la solidité de la dissuasion nucléaire, il n'y a pas de doute, mais quand il dit oui, c'est inquiétant, poids lourd versus poids léger. Non, mais alors ça, c'est d'abord, là, je ne suis pas d'accord, parce que si la France intervient dans ce conflit, d'abord, il faudrait, c'est quand même un si important. Mais petit 1, nous interviendrions avec tous nos alliés européens et nous interviendrions aux côtés de l'armée ukrainienne. Donc c'est pas comparer, c'est pas faire du Mélenchon, 20 000 soldats français, 1 200 000 soldats russes. Aujourd'hui, mais demain, s'il devait y avoir une confrontation plus directe au niveau des pays baltes ou d'une autre façon. Mais il y aurait tous les pays européens, de toute façon. Honnêtement, je ne vois pas de scénario où l'armée russe serait sur le Rhin. Mais bon, vous pouvez peut-être qu'il y en a. Non, s'il y a une guerre contre la Russie, et de nouveau, c'est un énorme si, nous serions aux côtés de tous nos partenaires européens. Et si on en arrivait à la guerre, ça voudrait dire que la Pologne mobiliserait, parce que eux, ça serait leur sécurité directe qui serait en jeu, et la Roumanie, etc. Est-ce que cette hypothèse existe pour vous? Parce qu'on peut tourner autour du pot. Il y a deux lignes. Il y a ceux qui considèrent que Poutine veut récupérer un certain nombre de territoires, surtout là où il y a des Russes, et point.
et ceux qui considèrent qu'il a un objectif historique beaucoup plus grand, qui est de bousculer l'OTAN, de casser un peu l'OTAN, peut-être de la provoquer sur les pays baltes. Quelle est votre ligne ? Je ne pense pas que le sujet soit encore les pays baltes. Hein. Alors, ça dépend. Si Trump est élu, peut-être. Mais je crois qu'aujourd'hui, il va prendre le maximum qu'il peut prendre, tout simplement, en Ukraine. Donc, si nous parvenons à aider les Ukrainiens à arrêter l'offensive russe, peut-être qu'il se contentera des 18% de territoire ukrainien qu'il a occupé. Mais si par ailleurs le dieu orthodoxe invoqué par le patriarche de Moscou lui permet d'aller sur Kiev, il ira sur Kiev. Mais pour le moment, la guerre elle est ukrainienne. Le poids de l'histoire, vous êtes très sensible à ça, et je recommande vos livres parce que vous faites résonner l'actualité avec l'histoire en permanence. Staline, qui a obtenu une victoire, tous les chiffres étaient différents, les circonstances étaient différentes, mais la masse de l'armée rouge à l'époque, qui était déjà cette armée de 6 millions, elle était là encore beaucoup plus gros. Non, honnêtement, je pense que quand même la Russie éprouve les plus grandes difficultés à gagner la guerre contre l'Ukraine. Bon, voilà. Donc, si la Russie gagnait la guerre contre l'Ukraine, eh bien, la Russie devrait d'abord panser ses plaies avant de se lancer dans d'autres aventures. Cela étant, si Trump est élu, le scénario de pression, peut-être pas l'invasion, mais de pression sur les États baltes, avec l'utilisation des minorités russes, il y a à peu près 20% de Russes en Estonie et en Lettonie, ne serait pas exclu. En tout état de cause, Ukraine, puis peut-être pays baltes, c'est la question de confiance qui est posée aux Européens. C'est les Européens maintenant qui doivent répondre à la question « qu'est-ce que nous faisons ?» Et en particulier, si le front ukrainien craquait, tout le monde me dit que c'est totalement improbable, mais s'il craquait, si l'armée russe marchait sur Kiev et Odessa, que faisons-nous, nous les Européens? Ce n'est pas une question de l'armée française, c'est toutes les armées européennes. Nous n'irions pas tout seuls, ces chiffres sont absurdes, 20 000. Que ferions-nous si nous les Européens, si l'Ukraine commençait à flancher? Le risque d'un pays qui cède. Vous avez écrit des pages saisissantes sur mai 1940, la France, qu'on pensait l'armée invincible, la plus grande armée du monde, qui cède. Comment ça s'est passé? Rappelez ça, parce que la rapidité avec laquelle la psychologie, vous n'allez pas de faire du café du com, mais en tout cas la force de la psychologie. Non, la 40, c'est vraiment une manœuvre géniale hein, des Allemands qui franchissent les Ardennes et d'un seul coup la ligne est brisée et il n'y a pas de réserve française. Ce qui m'intéresse, moi je serais plus sensible à l'armée allemande au mois d'août 1918. Vous avez une armée allemande, ça fait 4 ans qu'elle tient, et à partir du 8 août 1918, plus exactement, eh bien l'armée allemande commence à lâcher. C'est-à-dire qu'il y a un élément psychologique qu'il ne faut pas sous-estimer, qui peut nous surprendre, où une armée se bat merveilleusement et d'un seul coup, le moral est brisé. Et au bout donc peut-être 2 ans, les Ukrainiens peuvent en avoir assez. Vous savez, il y a un élément que j'avais soulevé la dernière fois, et je pense que cette question est soulevée peu de fois, si je vois par les commentateurs. L'Ukraine n'a pas mobilisé. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant. L'âge moyen des soldats ukrainiens est de 27 ans. Pourquoi est-ce que l'Ukraine ne mobilise pas? Alors, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens de les entraîner, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens de les armer, mais est-ce que c'est aussi parce que la population est fatiguée? Vous voyez, c'est cet élément psychologique à prendre en compte. On le dit, y compris, n'est-ce pas, il y a une députée Alona Shkroum qui le disait sur notre antenne, il ne faut pas se le cacher, il y a une partie de la jeunesse de Kiev ou de Lviv très occidentalisés, qui, évidemment, on peut les comprendre, n'ont pas envie d'aller se battre sur des fronts extrêmement consommateurs en vie humaine. Et en plus pour se battre pour le Donbass, pour la Crimée, c'est-à-dire peut-être des régions avec lesquelles il n'y a pas d'identification. Vous savez, j'ai suivi dans mes fonctions précédentes les fameuses négociations du groupe de Minsk, des Minsk plutôt. Là, tous les pro-russes disent que les Ukrainiens n'ont pas mis en œuvre les accords de Minsk. C'est faux. C'est les deux. Les Russes ne voulaient pas mettre en œuvre les accords de Minsk et les Ukrainiens non plus. Et les Ukrainiens, il était assez sensible. On avait l'impression que finalement ces régions ne les intéressaient pas fondamentalement.